Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les livres que j'ai lus cet automne, donc depuis septembre jusque début décembre. Les livres que j'ai aimés, les livres que j'ai moins aimés, pourquoi, ce que je vous recommande, etc. Je me suis remise à la lecture intensément là depuis quelques mois et j'ai envie de continuer sur ma lancée et de faire plus de contenu là-dessus. Depuis la rentrée, j'ai d'ailleurs créé un compte Instagram où je vous partage mes lectures et aussi les films et les séries que je regarde avec à chaque fois mon avis assez détaillé, des résumés, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup ici, voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu mes dernières lectures. En sachant que moi de base, je suis quelqu'un qui lit plutôt genre l'équivalent des films d'auteur en livre, quoi. Des trucs, soit des classiques, soit des trucs assez contemporains, de la poésie, ou de la littérature indépendante, un peu alternative, enfin des choses comme ça. Et j'avais envie de me chercher un peu plus en ce début d'année, de découvrir un peu d'autres styles littéraires aussi, parce que je pense que je cherche encore mes goûts en termes de livres et que évidemment on peut aimer plusieurs styles de choses. Donc vous allez voir, il y a des choses assez différentes les unes des autres. Et en même temps, mes goûts confirment un peu ce que je pensais. Vous allez découvrir ça tout de suite. Et je vais commencer du coup avec le premier livre que j'ai lu en début septembre. Ça s'appelle Bonne Bay de Becky Manawato, qui est une autrice néo-zélandaise. Je vais vous lire le résumé. Nouvelle-Zélande, Harry, 8 ans, est abandonné dans un foyer hostile après la disparition de ses parents. Heureusement, il peut compter sur sa voisine Beth, une gamine intrépide, pour trouver un peu d'affection et de réconfort. Galvanisée par le héros de son film préféré, Django Unchained, Beth semble n'avoir peur de rien ni de personne. Et puis, entre deux sparadraps posés pour soigner ses bleus à l'âme, Harry attend avec détermination le retour de son grand frère Tokiri. Donc c'est un livre néo-zélandais, ce qui a un peu compliqué la lecture parce que même si c'est traduit en français, il y a beaucoup de mots néo-zélandais qui sont pas traduits, genre des expressions, des petits noms donnés à certains personnages, des choses comme ça. Et il n'y a aucune traduction, ce que j'ai un peu regretté parce que j'avoue que ça a un peu compliqué la lecture. Après, le livre est en français, hein, évidemment, mais j'étais un peu frustrée par ça. C'est un livre assez fort, assez dur. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est qu'on suit beaucoup de personnages en même temps. On suit donc Harry, le petit garçon principal, mais on suit aussi sa copine Beth, son grand frère, sa mère dans son passé, d'autres personnages. Et donc, plus on avance dans le roman, plus on a de personnages en fait, qui ont chacun des moments donnés où ils ont leur vision de ce qui leur arrive. Et il y a des sauts dans le temps, des choses qui se mélangent et tout. Donc moi j'avoue que j'ai été un peu perdue. C'est vraiment bien écrit, c'est touchant, mais il y a plein de trucs que j'ai pas compris parce que le lien entre les personnages il est complexe. Pour moi, il y a des trucs qui se sont faits à la fin. J'étais en mode ah, en fait, c'est son père. Quand j'ai pris grave du temps à comprendre, du coup, ça a un peu altéré mon plaisir de lecture parce que il y avait vraiment des moments où j'étais paumée. Mais par contre, la fin, elle est très forte. Genre, la fin, elle m'a un peu réconciliée avec le bouquin parce qu'enfin, je comprenais un peu tous les liens entre les personnages. Et la fin est assez tragique, mais vraiment belle et forte. Du coup, ça m'a quand même un peu réconciliée avec cette lecture. Ensuite, il y a ce petit livre de Mathilde Forguet, À la demande d'un tiers, qui est un petit livre de 150 pages. J'ai adoré le style littéraire de ce livre. C'est une jeune fille qui parle à la première personne. Je vais vous lire le résumé. Elle ne pleure jamais au bon moment, ressasse pendant des heures son mépris pour Bambi, et seules ses peurs de requin lui prouvent qu'elle a bien un cœur. Rien de grave en apparence, jusqu'au jour où l'internement forcé de sa sœur en hôpital psychiatrique réveille les questions enfuies sur la mort de leur mère. Donc c'est un petit livre qui parle de santé mentale, qui parle de famille. On est dans la tête de ce personnage du coup qui est... qui est assez, qui a un côté un peu autiste, elle est vraiment dans sa tête, elle ressent pas beaucoup d'émotions, mais elle décrit un peu tout ce qu'elle fait de manière un peu didactique, ce que moi j'ai vraiment bien aimé parce que du coup il y a plein de petits détails très concrets que j'adore dans les livres. Mais c'est vrai que je suis restée un petit peu éloignée parce que comme c'est un personnage qui ressent très peu d'émotions, bah on reste beaucoup en surface et j'avais envie d'en apprendre plus et qu'on aille plus dans la profondeur de ce qu'elle ressentait. Mais voilà, j'ai adoré le style littéraire, mais je suis restée un peu sur ma faim là-dessus.
Ensuite, on a La vraie vie de Adeline Dieudonné. Alors, Adeline Dieudonné, j'avais lu son nouveau roman qui s'appelle Reste, qui est sorti cet été, que j'avais beaucoup aimé. C'est une autrice belge qui fait du trash, qui fait du moderne. C'est pas, quand je dis du trash, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas des films, des livres d'épouvante, mais c'est angoissant, quoi. Et donc, le livre qu'elle a sorti cet été, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était un peu morbide, étrange, tordu, et en même temps, il y avait une grande notion de l'intime, des émotions, des relations interpersonnelles. C'était très moderne, ce qui faisait que j'ai adoré le mélange des deux. Celui-ci, pour moi, c'est plus une expérience qu'une lecture. Je vais vous lire le résumé. C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux de lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier, la mère est transparente, amiable, craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge, jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Donc c'est raconté par une jeune fille, une jeune adolescente, enfin on commence quand elle est petite et on la suit qui grandit, dans un milieu familial totalement austère et noir comme pas possible. C'est un livre qui dérange, c'est un livre qui met mal à l'aise, mais c'est un livre que j'ai dévoré genre en 2 nuits. Alors que moi je suis pas non plus une lectrice hyper rapide comparée à beaucoup de gens, mais vraiment ça se lit comme ça. C'est pas forcément un moment de plaisir parce que c'est assez éprouvant, mais c'est fascinant, c'est hyper bien écrit. C'est un monde vraiment qu'elle invente, une sorte de bulle de noirceur hyper intrigante. Donc je vous conseille vraiment cette lecture, mais voilà, vous allez passer un moment étrange. Alors le prochain livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas en papier parce que je l'ai écouté en livre audio, c'est Sorcière de Mona Chollet, donc qui est un essai féministe. Moi j'ai été un peu récalcitrante à l'idée de lire du Mona Chollet parce que je sais pas, j'avais entendu beaucoup de personnes dire que elle pouvait être un peu culpabilisante dans ce qu'elle écrivait ou que voilà, elle avait une vision parfois un peu trop carrée des choses, je sais pas. Et au final, c'était une bonne surprise. Moi, je m'intéressais surtout à ce livre pour des raisons historiques, parce que je pense comme beaucoup de gens de ma génération et de meufs de ma génération, on s'intéresse à l'histoire des sorcières et l'histoire de toutes ces femmes qui ont été massacrées pour ce qu'elles étaient. Et du coup, je m'intéressais surtout à ça, donc je l'ai lu d'abord pour ça. Et c'est cette partie-là, je pense, qui m'a le plus plu. Et en même temps, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je m'attendais à écouter un livre qui allait être dur à écouter parce que je suis évidemment féministe, mais je suis pas quelqu'un de... Je vais pas beaucoup en manif, je suis pas... Enfin voilà, je milite pas ouvertement comme beaucoup de gens ont le courage de le faire. Et du coup, je m'étais dit que j'allais vachement culpabiliser en lisant ça, que ça allait être un peu trop dur à lire pour moi. Et en fait, j'ai été surprise de voir à quel point les réflexions qu'elle avait étaient des choses qui étaient presque évidentes pour moi et qui étaient vraiment ancrées en moi déjà en fait. Elle parle d'indépendance par rapport aux hommes, elle parle d'indépendance dans les relations, de féminisme de façon générale, et c'était des choses, à chaque fois que j'écoutais un chapitre, je trouvais ça hyper intéressant, bien écrit et tout, mais j'étais en mode, bah oui, évidemment. Du coup, je pense aussi parce que j'ai eu l'éducation et j'ai grandi dans le milieu qui fait que ces questions-là, elles sont intégrées en moi. Du coup, c'est vrai que j'étais presque surprise d'être assez en accord avec ce qu'elle disait. Par contre, il y a beaucoup de chapitres qui parlent de la vieillesse et du fait de vieillir et de prendre de l'âge quand on est une femme. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ça m'a fait penser à ma mère et à sa génération. Et j'ai plus l'impression que c'est le genre de livre qui pourrait les aider, elles, à avancer. Parce que nous, moi j'ai la vingtaine, c'est des questions qu'on a déjà beaucoup intégrées, alors que les générations plus âgées, pas forcément. Du coup, c'est un livre que j'aurais presque plus envie de conseiller aux générations au-dessus des nôtres, quoi. Voilà. Ensuite, on a, je pense, mon coup de cœur de cet automne, le livre que j'ai préféré. Miss Iceland, je vais pas prononcer le nom de l'autrice pour pas l'écorcher, mais c'est une autrice islandaise. Je vais vous lire le résumé. Islande 1963, Ekla, 21 ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car pour la capitale de l'Islande, j'arrive pas à prononcer. Il est temps d'accomplir son destin, elle sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on la verra plutôt briguer le titre de Miss Iceland. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé pour l'ambiance est folle.
une ambiance de poète et d'écrivain un peu sombre dans une ville un peu cosy, en même temps froide de l'Islande dans les années 60. C'est l'histoire d'une fille, c'est un récit féministe, d'une fille qui porte des pantalons dans les années 60, qui veut pas avoir de mec, tout ce qu'elle veut c'est écrire sur sa machine et qu'on lui foute la paix. C'est un roman qui est dur à lire quand même parfois parce que ça montre à quel point c'était difficile d'être une femme à cette époque-là, parce qu'en fait, dès qu'elle veut parler d'écriture, on lui parle de sa beauté, du fait qu'elle devrait faire des concours de beauté et basta. Du coup, c'est un livre qui est frustrant, qui met un peu en colère. Et en même temps, c'est un livre hyper poétique. Il y a plusieurs protagonistes dans le roman qui sont vraiment attachants. Et l'ambiance est vraiment hyper grisante, surtout à lire en automne, hiver, c'est parfait. Et c'est vraiment un livre qui donne envie d'aller au bout de ses ambitions, de créer, d'écrire, etc. J'ai juste une petite réticence sur le personnage principal qui est assez distante. Je l'ai pas trouvée très touchante. Elle est forte, elle doit se battre tout le temps, mais elle a une sorte de détachement de tout qui fait que je trouve que ses amis dans le livre sont beaucoup plus touchants et attachants qu'elle. Mais je sais pas si c'est lié à la littérature nordique qui a peut-être plus de distance et moins émotionnelle avec les choses, ou si c'est juste cette autrice-là, ou si c'est juste un choix pour le personnage, j'avoue, je sais pas trop. Mais c'est le seul truc qui m'a un peu... qui fait que je suis pas rentrée à 100% dedans, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé, et je vous le conseille vraiment si vous aimez, voilà, les univers un peu hivernales, les histoires qui se passent dans des chambres de bonne, dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des cafés, enfin, voilà. Ensuite, Fairyland d'Alicia Abbott. Alors, c'est un livre que j'avais pas prévu de lire de base, mais je suis partie à San Francisco, enfin en Californie, en octobre. Et du coup, c'est un livre qui se passe là-bas. Et je l'avais déjà repéré et j'avais failli l'acheter. Et puis je m'étais dit, j'avais vu qu'il y avait plein de références à San Francisco que j'avais pas parce que je connaissais pas. Du coup, je m'étais dit, je vais rien comprendre, donc je l'achète pas. Et puis en fait, en revenant de là-bas, je me suis dit, bon, en vrai, je viens d'aller à San Francisco, donc s'il y a un moment pour le lire, c'est maintenant. Je vais vous lire le résumé. 1974. Après la mort de sa femme, Steve Abbott, écrivain et militant homosexuel, s'installe à San Francisco avec Alicia, sa fille de 2 ans. Au cœur du quartier hippie de Haight-Ashbury, de l'influence beat des communautés gays et engagées, Steve Abbott rejoint la scène littéraire et une génération décidée à tout vivre. Dans ce livre inoubliable, Alicia raconte son enfance auprès de ce père excentrique et adoré, leur relation fusionnelle, mais aussi une vie de bohème ponctuée de déménagements, de fêtes et de poésie, avant que le sida ne se brise peu à peu sur ce monde féerique. Donc c'est un livre autobiographique de la fille donc, de ce poète qui s'appelle Alicia Abbott. C'est un beau livre qui raconte toute une vie, donc c'est hyper riche, on passe par plein d'époques, plein de courants, donc le courant un peu hippie dont on parle là, mais aussi le courant des années 80 un peu gothique, new wave. Le personnage principal, elle voyage beaucoup donc entre San Francisco, mais elle va beaucoup aussi à l'université à New York, puis à Paris, donc on a plusieurs ambiances de ces villes-là à l'époque. Après voilà, comme je disais, c'est un livre avec beaucoup de références. Je pense que si je connaissais pas, même sans y être allée, mais si je connaissais aucun nom de rue de San Francisco, pas du tout la culture là-bas, j'aurais peut-être été un peu frustrée parce que il y a plein de choses que j'aurais probablement, enfin, qui m'auraient pas parlé en fait. Après, c'est un livre qui peut totalement se lire si on n'a pas été là-bas, mais moi je sais que ça m'a aidé en tout cas. Donc si vous aimez les biographies de périodes comme ça un peu hippie, etc., vous allez adorer. C'est quand même un livre pas facile parce que comme on le dit dans le résumé, il y a une grosse partie qui se passe pendant l'épidémie du sida. Donc c'est quand même un livre qui est assez lourd et qui parle de deuil aussi, comme c'est une fille qui raconte son père qui est décédé. C'est assez touchant, donc je vous le conseille. Ensuite, on a Millepertuis de Julia Thévenot, avec cette couverture illustrée incroyable de Anne Zeum. Voilà. J'adore. En fait, rien que pour la couverture, j'étais en mode je veux lire ce livre. C'est quand même un beau petit pavé, mais c'est écrit assez gros. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Quand, du haut de ses 15 ans, Horty se retournait sur son enfance, c'est là qu'elle se retrouvait. Sur le sofa de tante Vive entre ses deux sœurs.
Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sorcière de mère. Et la petite ronce qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a vrillé. Lacortier a commis une erreur impaire de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Alors, c'est un roman fantasy, cosy trash, chaleureux trash, qui est publié à Gallimard Jeunesse, donc c'est quand même un roman jeunesse, mais assez moderne, avec... enfin, c'est un roman ado, quoi, c'est pas un roman pour les enfants non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs un peu trash. Et c'est ça qui m'a attiré là-dedans, c'est que moi, de base, la fantasy, je suis en train de découvrir ça après tout le monde, parce que j'ai un peu bloqué ça pendant des années. J'étais en mode, non, je sais que je l'ai pas aimé. En fait, je suis en train de découvrir qu'il y a des trucs que j'aime bien. Mais du coup, j'avais envie de lire ce bouquin, parce qu'en même temps, c'est fantasy, en même temps, voilà, c'est assez moderne. C'est de la fantasy revisitée qui se passe aujourd'hui. Et donc, ça m'attirait. Je suis mitigée par rapport à la lecture de ce livre, parce que l'univers est hyper inventif. Franchement, c'est presque aussi riche qu'Harry Potter, enfin en termes d'invention magique, puisque du coup ça se passe aussi dans un monde de sorcières. C'est hyper riche, donc ça j'ai trop aimé. C'est drôle. J'adore le mélange cosy, trash. Après, bah moi j'ai pas l'habitude de lire des trucs young adultes, jeunesse, etc. Et c'est vrai que ça m'a un peu frustrée parce que j'ai trouvé que il y a plein de moments où j'avais envie que l'autrice elle nous amène à creuser un peu plus profond, un peu plus deep dans la psychologie des personnages, dans l'histoire. Et ça restait toujours... En fait c'est un conte, donc ça restait toujours un peu en surface. Et je pense que moi c'est quelque chose qui m'a un peu frustrée. Mais comme je disais, je l'ai vraiment lu comme un conte étrange, amusant, loufoque, intriguant. Avec un univers très fort. Je me suis même dit pendant la lecture que j'aurais presque aimé le lire en roman graphique, en bande dessinée, parce que c'est tellement imagé, c'est tellement foisonnant de couleurs, d'inventivité, de personnages, que j'ai trop envie d'en voir une BD en fait. Mais voilà, je pense que c'est aussi parce que je suis pas habituée au roman jeunesse fantasy. Si vous aimez ça, je pense vraiment que vous allez beaucoup aimer parce que c'est vraiment original. Mais voilà, c'est vrai que quand je vois toutes mes lectures là, je reviens quand même à des choses un peu deep parce que je pense que c'est ce qui me touche quand je lis. Bon, à côté de ça, je suis aussi en train d'écouter les livres audio d'Harry Potter parce que oui, je n'ai jamais lu Harry Potter. Et justement, je me suis dit que maintenant que je m'intéresse un peu plus à la magie, à la fantasy et à ces univers un peu plus différents que ce que j'ai eu l'habitude jusqu'à présent, il fallait que je lise Harry Potter. Comme j'aime quand même bien cet univers. Du coup, je suis en train d'écouter les livres audio qui sont racontés par un comédien, qui sont vraiment très drôles et très chouettes à écouter. Et quand je les écoute, j'ai l'impression d'être une petite fille avec un chocolat chaud à qui on raconte une histoire près de la cheminée, quoi. Il y a un côté très cosy et du coup, j'adore écouter. Et je pense que par exemple, Millepertuis, j'aurais presque aimé l'écouter aussi. Vraiment comme un conte, quoi. Et un petit bonus, c'est pas un roman, c'est un livre d'illustration. D'un auteur, enfin d'un auteur-dessinateur qui s'appelle Sims. Et je le suivais sur Insta et j'adorais tellement ce qu'il faisait que j'ai commandé son livre de dessin. Je vais vous montrer un peu ce qu'il fait. Donc, il y a de la BD. Hop, il y a des illustrations complètement dingues en termes de lumière, de couleur. Moi, j'adore ce qu'il fait. Et donc, il dessine essentiellement, du coup, pour changer de sujet, des petites sorcières. Et je trouve que voilà, il a vraiment un univers graphique que moi j'aime beaucoup. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous le commander parce que vraiment il est très 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 beau. Bah, c'est tout pour ce petit point lecture automnale. Donc l'idée c'était quand même que j'ai participé au Pumpkin Autumn Challenge. J'ai lu tous les livres en fait de mon challenge. J'avais aussi mis des films à regarder. Mais ça je vais pas en parler ici parce que l'idée c'était de se focus sur les livres. Donc si vous connaissez pas, c'est un challenge de lecture lancé par une youtubeuse qui s'appelle Guy Mousterier. Et ça permet de partager ses lectures, de se donner des recommandations entre personnes qui aiment lire, etc. Donc il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Et maintenant que l'automne est fini, enfin c'est bientôt la fin de l'automne, mais officiellement en décembre on va dire qu'on est en hiver, il y a le Cold Winter Challenge qui commence. Je vais vous mettre en description la youtubeuse qui lance ce challenge cette année pour que vous voyez un peu les thèmes. Donc en gros le principe c'est qu'il y a
plusieurs catégories, et dans les catégories, il y a des sous-catégories où on met des livres qu'on a envie de lire dedans, et donc on se fait une pile à lire. Je ferai sûrement une vidéo sur ma pile à lire d'hiver. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Voilà, bisous!